Je vais commencer évidemment par remercier chaleureusement Marc Mouana pour cette très très belle organisation, ainsi que Laurence Giavarini et Pierre Ozoulia et tous les participants de cette table ronde, et vous-même évidemment. Ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, c'est deux choses. Première chose, simplement le fait que je suis une jeune maître de conférence à l'université de Picardie, une jeune maître de conférence donc recrutée depuis 5 ans et qui accueille les étudiants lors du premier cours de L1 pour mon UFR, c'est-à-dire mon UFR de philosophie SHS dans mon université. Donc je suis directement en prise avec Parcoursup et ses conséquences. Ses conséquences pour les amis, mais aussi ses conséquences pour les non-amis. C'est-à-dire que concrètement, c'est moi, avec quelques collègues, pas tous, qui recevons les demandes des étudiants qui ont été mis de côté par Parcoursup. C'est la première raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui, parce que Parcoursup, comme l'a très bien dit Romain, a changé mon métier et a changé le sens que je donne à mon métier. Deuxième chose, je parle évidemment en tant que sociologue, membre du CA de l'ASES, et sociologue qui travaille sur un sujet qui nous intéresse, je pense, celui de l'accès à l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur en France, certes, mais surtout en ce moment, plutôt dans des systèmes éducatifs étrangers, en particulier la Grande-Bretagne et les États-Unis. Pourquoi il me semblait que ça pouvait être intéressant d'évoquer ces systèmes? Parce qu'évidemment, quand on lit la rhétorique gouvernementale, à la fois sur les politiques d'enseignement supérieur et sur les politiques éducatives, qui concernent en particulier le secondaire, on voit apparaître tout un ensemble de modèles étrangers qui sont censés légitimer cette politique-là. Évidemment, raisonner en termes de modèles, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et les politiques éducatives, il n'y a rien de nouveau en cela. Au XIXe siècle, au début du XXe siècle, pour l'université, on s'inspirait de l'Allemagne, par exemple. Dans ce cas-là, le modèle dominant est toujours choisi en fonction de l'idée de ce qu'on se fait de puissance économique, politique et militaire. Aujourd'hui, sans surprise, si vous lisez régulièrement les propos de Madame Vidal, par exemple, on se réfère aux universités américaines et anglaises qui fonctionneraient comme une sorte qui auraient visiblement des pouvoirs magiques pour produire à la fois de la recherche pertinente et pour produire efficacement, et si on se réfère à la théorie du capital humain, des salariés qualifiés. On retrouve évidemment ces modèles-là dans Parcoursup, la loi OR, puisque la loi OR et la plateforme Parcoursup, c'était aussi le cas dans une certaine mesure de l'APP, s'inspire d'une plateforme tout à fait similaire qui existe depuis longtemps en Grande-Bretagne, qui s'appelle UCAS. Deuxième modèle, évidemment, comme cela a été évoqué avant moi, les frais d'inscription et les changements dans les frais d'inscription s'inspirent aussi très directement, si vous lisez les Macronix, du système britannique qui a augmenté très rapidement, en fait, sous l'impulsion de Tony Blair, la troisième voie blairiste à partir de 1997, les frais d'inscription à l'université. Pour rappel, aujourd'hui, les frais d'inscription à l'université pour une année en Angleterre, sans compter le logement et le transport, c'est 9 250 livres sterling. 9 250 livres sterling, quelle que soit l'université. On pourra revenir sur ces logiques de construction du prix un peu plus tard. Toutefois, moi, ce qui m'intéressait, c'est au-delà de la rhétorique, qu'est-ce que cela donne dans les pratiques? Eh bien, quand on s'intéresse à ce qui se passe concrètement dans ces pays, on s'aperçoit de deux choses. Première chose, évidemment, la pseudo-efficacité qu'on nous vend, si j'ose dire, repose toujours sur un coût social extrêmement fort. Les systèmes anglais et américains sont des systèmes qui sont éminemment sélectifs socialement. Je vais vous donner l'exemple d'une sociologue américaine qui s'appelle Sigal Alon, qui signale que les politiques de concurrence accrue dans l'enseignement supérieur mises en place aux États-Unis entre 1980 et 1990 ont eu une conséquence directe sur la composition sociale des universités, avec 10% de chute en termes de participation des minorités ethniques et des classes populaires aux États-Unis.
études sur les systèmes éducatifs britanniques et américains, on s'aperçoit finalement que ces systèmes-là ont tendance à remettre en cause, à rediscuter continuellement, en fait, ces fameux principes d'organisation néolibérale. Je prends le cas de l'Angleterre. L'Angleterre, traditionnellement, le lycée anglais est modulaire et individualisé. C'est la fameuse réforme du bac et du lycée qui est en train d'être mise en œuvre. Il ne s'agit plus de matière au menu, si j'ose dire, mais à la carte, depuis longtemps en Grande-Bretagne. Sauf que depuis 20 ans, les Anglais ont parfaitement identifié le problème de ce lycée modulaire. Premièrement, les meilleurs, c'est-à-dire les plus dotés socialement, anticipent dès la première, voire dès la seconde, voire dès la troisième, le choix des options les plus prisées par les universités. Et devinez quelles sont les options qui sont toujours prisées par toutes les universités, quelle que soit la discipline. Eh bien, celles qui sont tout en haut des hiérarchies disciplinaires, c'est-à-dire les mathématiques. Les autres, c'est-à-dire les moins dotés, font des choix moins risqués du point de vue des options au lycée et du coup, de facto, se ferment dès la seconde, dès la première, les portes de l'université. Du coup, les Anglais reviennent, y compris les pouvoirs publics, vers un système avec plus de troncs communs, mais aussi plus d'épreuves terminales, qui sont jugées plus efficaces d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue politique. Pourquoi? Parce que les épreuves terminales, évidemment, c'est ce qui permet d'avoir une photographie d'une cohorte d'étudiants, de leur niveau. Donc quand on essaye de faire des évaluations sur les résultats des élèves, c'est plus facile quand même. Donc les Anglais, paradoxalement, alors qu'on nous vend un système éducatif britannique modulaire, du point de vue du lycée, reviennent et rediscutent de ce modèle-ci. Pour conclure très rapidement, ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que même pour les anglo-saxons, la sélection n'est pas la solution et la modularisation non plus. Merci beaucoup.